On va passer maintenant la parole à Jacques Repussard. Jacques Repussard est conseiller pour la sûreté nucléaire auprès de l'AIEA. Il a précédemment dirigé et piloté l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et il a choisi d'appeler cette conférence échange d'aujourd'hui « Crise au-delà et en dehors des normes ». Je dois dire que c'est presque paradoxal pour quelqu'un qui a à la fois piloté au niveau français l'AFNOR et au niveau européen le CEN, le Comité européen de normalisation, notamment dans tout ce qui a été l'étendue du positionnement quelque part de l'Europe face aux normes internationales et donc face aux marchés internationaux. Voilà, donc je dirais un petit peu la première question, Jacques, pour toi, c'est pourquoi ce titre, pourquoi crise au-delà, crise hors normes? Bonsoir, merci Anne-Marie. Alors, effectivement, ce sont des contradictions apparentes qu'il faut expliquer. Tu as cité un certain nombre d'événements, on a vu les images qui se sont produits, qui ont affecté notre pays, dont on garde une certaine mémoire. Et donc on peut appeler ça des crises. En fait, ce sont des événements qui connaissent une phase paroxysmique et qui affectent une population plus ou moins large, qui affectent un certain nombre d'acteurs qui viennent s'occuper de protection civile, etc. Et parmi ces événements, il y en a qui finalement se terminent plutôt bien, au-delà évidemment des marques que ça peut laisser sur les victimes. Ce sont tous les cas où la sécurité civile fonctionne bien, où on retrouve beaucoup d'empathie, d'expression de la solidarité entre les habitants, de succès des opérations de secours proprement dites. Et au-delà donc du deuil inévitable s'il y a des victimes humaines, ces crises laissent probablement un souvenir mixé à la fois de tristesse, de malheur, mais aussi finalement de réconfort dans l'expression des solidarités et de l'aide des pouvoirs publics, etc. Et puis il y a d'autres cas où ça se passe moins bien, et alors c'est ça qui est intéressant d'analyser cela, et c'est un peu cela que j'essaye d'appeler des événements ou des crises hors normes, mais au-delà des normes, parce que finalement ce sont des situations dans lesquelles la mise en place des remèdes habituels ne fonctionne pas bien, et on se retrouve dans une situation en général assez longue d'échec en quelque sorte, où on peut reprocher au pouvoir public d'avoir mal anticipé ces événements, d'y avoir mal répondu ou trop tard, des situations dans lesquelles en général la santé publique est mise en cause sans qu'on ait d'éléments forcément très, très précis. Et donc c'est ça qui finalement caractérise ces crises hors normes, et finalement c'est souvent associé à une autre notion, c'est finalement le temps qui passe, et donc on peut aussi appeler ça des catastrophes lentes. C'est-à-dire que souvent ces situations hors normes et au-delà des normes sont associées à des événements qui durent et qui affectent une population plus ou moins importante pendant une période longue. Et de ce fait-là, on a l'impression que la gestion de crise est en échec, on a l'impression qu'il y a une perte de confiance, c'est plus une impression, c'est un vécu. Je citerai, vous allez voir deux exemples. Il y a une perte de confiance de la société, l'apparition du coup d'anxiété dans la société, auprès de ces populations, de peur, et la peur peut rejaillir, et on peut dire finalement on nous gouverne, on nous contrôle par la peur, c'est une version inversée de ce sentiment. Ça peut aussi conduire à un découragement des acteurs de la gestion de crise, à cause de la durée et de la fatigue. Et est-ce, pardon de t'interrompre là-dessus, et est-ce qu'on peut, je dirais un petit peu en amont, en spécifier des symptômes un peu particuliers pour ce qui va devenir quelque part des catastrophes lentes, parce qu'on ne sait pas tout de suite finalement. Alors, les symptômes ne sont pas forcément faciles à identifier. On va s'appuyer pour ça, pour regarder ça sur deux exemples. Donc j'ai choisi deux séries de 4 images, donc c'est très bref pour raconter des événements, des crises hors normes. Donc le premier, c'est ce qui s'est passé à Fukushima, dans la région de la préfecture de Fukushima, à la suite du tsunami. Alors finalement, sur l'espace
Là, les 4 photos que je vais vous montrer sont espacées de plusieurs mois. Donc la première image, c'est le tsunami lui-même qui a surpris tout le monde par son ampleur, ces images absolument terribles, et puis un grand nombre de morts. C'est quand même là qu'il y a eu un grand nombre de morts au Japon. Et l'image suivante, mais c'est 48 heures après environ, c'est le premier symptôme, l'image sur les télévisions du monde entier de l'explosion par une explosion d'hydrogène dans la centrale nucléaire de Fukushima qui comportait 6 réacteurs et dont 4 ont été détruits par l'accident. Et donc 48 heures après, mais dans les 48 heures qui ont précédé, on n'a pas donné d'indication que ça allait se produire. C'est-à-dire que seuls quelques experts s'inquiétaient, mais même les experts étaient rassurés. Je me souviens, au moment du tsunami, j'étais à Washington, une conférence internationale, et je me suis rendu dans le centre de crise de l'autorité de sûreté nucléaire américaine, la NRC. C'était le vendredi matin, et ils m'ont dit, bon, il y a plusieurs centrales nucléaires qui sont en difficulté sur les côtes japonaises, mais ça devrait aller, ils sont en train de faire ce qu'il faut, on est en train de les épauler, et ils vont retrouver de l'eau et de l'électricité pour refroidir les réacteurs. Et prends ton avion, tu vas rentrer à Paris, tu verras, les choses, finalement, se seront calmées. Et bien, quand je suis arrivé à Paris, donc le lendemain matin, ça s'était calmé sur tous les sites nucléaires, sauf un, celui de Fukushima Daiichi, et qui était en très grande détresse, et c'était quelques heures avant ces images, et où à ce moment-là, les spécialistes de l'IRSN m'ont dit c'est très mal parti, il va probablement y avoir des dégâts considérables, et effectivement, ça s'est révélé exact par la suite. Mais la société japonaise, les journaux, les TEDCO, l'exploitant, le gouvernement japonais n'a pas donné d'indication que ça allait se produire. Donc, du coup, quand ça se produit, il y a une sorte de déconnexion entre le tsunami et cette catastrophe qui apparaît comme non anticipée alors qu'elle était causée par le tsunami. Image suivante. Après une explosion comme cela, on a des grands dégagements de produits, d'aérosols très radioactifs, etc. Donc évacuation de la population. Et ça aussi, c'est une conséquence qui n'était pas annoncée. Il a fallu du temps pour que les gens se rendent compte qu'après une explosion comme celle-là, il allait falloir évacuer des populations. Cette évacuation s'est faite en bon ordre, parce que les Japonais sont des gens disciplinés, et puis c'était plutôt bien préparé dans les méthodes d'évacuation, etc. Mais quand les gens sont partis, ils n'avaient pas conscience qu'ils ne reviendraient pas. Et là aussi, on n'a pas dit. On a dit, écoutez, il faut vous éloigner de la centrale parce qu'il y a un nuage radioactif. Bon, mais le résultat, c'est que cette troisième image, qui est cette fois-ci à l'été 2011, donc plusieurs mois après, on voit ces herbes qui poussent, ces maisons abandonnées, et ça laisse imaginer la détresse des populations. On parle de 200 000 personnes qui ont été évacuées durablement sans qu'on leur explique ou qu'on leur donne un certain nombre d'éléments pour intégrer dans leur propre raisonnement le fait que leur retour n'était pas pour demain. Et la quatrième image, eh bien, c'est la réaction d'un certain nombre d'habitants dans les campagnes, puisque la région de Fukushima, c'est une région agricole très riche. Il y a des montagnes, il y a une côte qui avait été dévastée par le tsunami, mais il y a aussi des campagnes avec des arbres fruitiers qui produisaient des fruits renommés dans tout le Japon. Et un certain nombre d'agriculteurs étaient déterminés à récupérer leur champ. Et cette image, par exemple, se situe combien de temps après? Alors, cette image-là, c'est à peu près un an. Un an et demi après, je ne sais pas trop dans quelle saison, plutôt en hiver, semble-t-il. Mais voilà, donc un an et demi après, où la radioactivité a été cartographiée dans une bonne partie de la préfecture du territoire, la préfecture de Fukushima, et dans cette région-là, eh bien, la radioactivité n'était pas complètement incompatible avec la présence humaine, mais les règles faisaient que les doses étant supposées suffisamment élevées, on ne pouvait pas y habiter avec une famille, on ne pouvait pas résider dans ces maisons, mais on pouvait venir y travailler dans les champs, réparer les hangars, s'occuper de l'agriculture, mais pas cultiver pour faire du commerce et pas résider. Mais un certain nombre de groupes d'habitants quand même s'interrogeaient sur la possibilité de faire retrouver leurs activités anciennes. Et un travail de recherche a été mené avec la coopération de l'IRSN et de l'Université de Tokyo. C'est pour ça que je connais bien ce sujet-là. Et nous avons équipé
un certain nombre de ces travailleurs agricoles de dosimètres, et certains avaient des dosimètres dont ils ne connaissaient le résultat qu'au bout d'une semaine, par exemple, et d'autres avaient des dosimètres dont l'image de dosimétrie pouvait être transférée sur un ordinateur portable dans leur maison, et le soir, ils pouvaient voir à chaque moment de la journée quelle dose ils prenaient par heure, en fonction de là où ils étaient, ce qu'ils faisaient, si c'était à l'intérieur, à l'extérieur, dans les bois, etc. Et le résultat était qu'au bout d'un mois, on s'est rendu compte que les travailleurs qui étaient capables d'analyser leur propre suivi dosimétrique de la journée qui précédait, eh bien, avaient réduit leur dose de moitié, de telle sorte qu'ils rentraient dans les normes de protection habituelles, un petit peu de radioactivité, mais naturellement à Fukushima il y a moins de radioactivité qu'à Paris, donc en fait, voilà, dans cette région-là, on pouvait très bien vivre, mais à condition de gérer sa propre dosimétrie et de faire attention, si vous voulez, au risque d'exposition, d'éviter certains endroits particulièrement contaminés, comme les lisières des forêts. Ce qui est important, c'est qu'on peut aider des populations entières à gérer une situation de risque rémanent à la suite d'une catastrophe, à condition de leur donner l'information qui leur permet eux-mêmes de comprendre la nature du risque. Donc il faut aussi un peu de formation, qu'est-ce que c'est que la radioprotection, qu'est-ce que c'est que les radiations, leurs effets, etc. Mais les gens ne sont pas idiots, la plupart des gens au niveau du bac, etc. Donc peuvent comprendre si c'est bien expliqué, et ensuite ils peuvent gérer leur propre situation. Autrement dit, ça illustre un élément extrêmement important dans la conduite de ce genre de catastrophes hors normes, de catastrophes lentes et durables qui affectent des populations entières, c'est qu'en fait, au lieu d'administrer les populations par des règles imposées par des administrations, mais qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il n'y a pas assez de gendarmes pour mettre derrière chaque personne, il y a une autre attitude qui consiste à dire donnons aux populations elles-mêmes les outils pour gérer leurs propres risques. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, puisque, encore une fois, dans un exemple comme ça, c'est ce qui s'est produit. Et ça se traduit par des îlots, si vous voulez, de renaissance qui encouragent le reste de la population. Ça a un effet, parce qu'il y a des reportages, parce qu'il y a des associations qui se créent, et donc il y a une vitalité de la société qui se recrée, et qui, malgré un environnement quand même pas mal abîmé, eh bien, permet à des villages entiers de reprendre vie progressivement. Donc c'est à la fois le constat que ces genres d'événements sont extrêmement catastrophiques et ont des coûts économiques, un coût sociétal extrêmement élevé, mais qu'en même temps, la nature humaine et, si c'est bien organisé, les êtres donnés permettent de renaître progressivement d'une telle catastrophe. Alors, peut-être avant, excuse-moi, juste avant qu'on passe à l'exemple suivant, juste pour notre compréhension globale, quel était un peu à la fois le rôle de la France et le rôle de l'IRSN auprès du Japon à ce moment-là, en deux mots, même si on n'est pas complètement dans le sujet. Alors, ce qui s'est passé en 2011, c'est que en mars 2011, et quand je suis rentré de Washington, j'ai été convoqué au Quai d'Orsay, à la cellule de crise du gouvernement, suite à un appel de l'ambassadeur de France au Japon, qui souhaitait un appui des organismes français compétents pour aider à la gestion, à l'information et au guide à donner aux quelques 100 000 Français qui habitent au Japon, et notamment à Tokyo, qui était assez loin, mais aussi et surtout à Sendai, qui est une grande ville côtière qui n'est pas très loin de Fukushima, et qui un temps s'est trouvée sous le champ du nuage radioactif. Donc la France a décidé d'envoyer un contingent de la sécurité civile pour aider à la récupération des blessés et des morts sur les plages à cause du tsunami, et la région de la côte, enfin la région qui a été affectée aux Français, parce qu'il y a aussi les Américains, les Canadiens, les Allemands, etc. Mais la France a reçu en dotation, si je puis dire, la côte qui était juste à côté de la centrale. Donc avec un risque radiologique important pour les sapeurs-pompiers qui partaient. Et donc il m'a été demandé deux choses. Est-ce que je pouvais fournir un expert pour partir avec l'avion de la sécurité civile pour aider à la gestion de la radioprotection des Français qui allaient là-bas secourir, et deuxièmement, de fournir un appui technique à la fois depuis Tokyo, mais aussi depuis Paris,
à l'ambassadeur pour informer les Français, pour aider à ce que les Français du Japon puissent traverser cette crise majeure quand même dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons monté un laboratoire de mesure, parce que c'est aussi ça, c'était mon obsession, c'est de dire on ne peut pas gérer les crises si on n'a pas l'information correcte et indépendante. Et donc l'IRSN a monté un laboratoire de mesure de radioactivité dans les jardins de l'ambassadeur de Tokyo, ambassadeur de France, et par la suite, cette source d'information avec les analyses qui étaient produites dans le centre technique de crise de l'Institut, qui eux modélisaient les événements qui se produisaient dans la centrale en temps réel et qui nous ont permis, à cause de l'entraînement de nos équipes et de notre savoir-faire très important, qui est le premier mondial, on a réussi à anticiper et à prédire de quelques heures les événements qui se produisaient et de quantifier la quantité de radioactivité qui sortait des réacteurs après ces explosions, de telle sorte que ça nous permettait de rassurer notamment les Français qui habitaient à Tokyo en disant il n'y a pas de risque radioactif en l'état, et s'il y en a, vous serez prévenus. Et ça a beaucoup contribué à permettre de retrouver une certaine sérénité à Tokyo. Et je me suis rendu compte après, lorsque j'ai accompagné le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui s'est rendu à Tokyo quelques semaines après, j'ai été invité par l'ensemble des ambassadeurs de l'Union européenne qui ont tenu à remercier, parce qu'ils me disaient, vous ne saviez peut-être pas, mais tous les pays de l'Europe étaient branchés sur l'IRSN et on traduisait en finlandais, en anglais, en allemand ce que vous disiez, parce que vous étiez les seuls à donner une information en temps réel, intelligible, alors que les autorités japonaises publiaient énormément, étaient co-publiaient beaucoup de données en japonais, mais des données non analysées. Donc personne ne pouvait rien en France, c'était des pressions, des températures, des niveaux de radioactivité dans l'enceinte, en fait, que personne, dans un langage technique, que personne ne pouvait comprendre. Alors que nous décodions et nous traduisions cela en conséquence pour les habitants, pour les campagnes, etc. Ce qui souligne sur le fond de notre question, à la fois l'importance d'avoir des indicateurs pertinents et ce que tu dis indépendants, et en même temps l'aspect opérationnel des choses. Merci pour ces éclaircissements. Maintenant sur le... Alors un deuxième exemple plus récent et qui nous concerne plus nous les Français, c'est cette épidémie liée au coronavirus. Alors, ça c'est une photo qui date du mois de janvier 2020, donc où, dans les actualités, en France et dans le monde entier, on parlait de ce virus étrange qui apparemment avait tué quelques personnes à Wuhan et qui avait contraint les autorités japonaises à fermer ce marché, à prendre des mesures apparemment drastiques à Wuhan. On voyait ces images de grilles cadenassées, de police qui contrôlait tout le monde, de territoire qui se refermait sur lui-même. Et tout ça paraissait lointain et finalement pas intéressant, mais ne nous concernait pas directement. D'autant qu'on avait peut-être encore en tête ce qu'étaient les images du SRAS quelques années avant. Et là, c'était un marché aux poissons. La fois précédente, c'était un marché au poulet. Mais finalement, bon, il y a eu des séquelles, mais pas tant que ça. Il y a eu deux épidémies de grippe aviaire et puis de SARS qui ont surtout concerné les pays asiatiques. Et donc, voilà, c'était pour nous peut-être un épisode de plus comme ça, d'autant plus que la transmission entre humains n'était pas complètement avérée à l'époque. Voilà, donc, mais c'est la première confrontation, disons, de l'opinion française à ce virus. Et puis, sans trop crier gare, c'est-à-dire sans que finalement il y ait une vraie alerte des autorités. Je pense que tout le monde a été surpris de la rapidité de la transmission de l'épidémie en Italie. Et même en Italie, on disait, bah oui, mais c'est les Italiens, peut-être qu'ils n'ont pas bien géré leur affaire. Et en fait, en France, au mois de mars, et cette image est prise au mois de mars, retirée des actualités de l'époque, où on voit une vague d'hospitalisation avec des morts très nombreux et puis des situations de très grand stress des équipes hospitalières. Bon, je ne fais pas plus long parce que tout le monde a en tête les images et les sons de cette époque-là, qui est quand même un stress pour la société important. Et puis, cette vague est passée, et donc l'image d'après, eh bien, c'est, après qu'on ait réhabilité le rôle des masques, voilà, donc ça c'est l'été 2020, où on voit des touristes rares. D'habitude, cette photo en été, elle est complètement
submergée de touristes chinois, japonais, américains, etc. Là, c'est une famille toute seule, mais masquée. Donc Paris sous les masques, c'est quelque chose qui est finalement presque aussi étonnant que de voir des soldats allemands défiler sous l'Arc de Triomphe. Voilà. Donc ça, c'est une image qui restera, enfin celle-là ou d'autres. Mais finalement, ce qui est important, c'est de voir le transport dans la population de cette la progression finalement de la pénétration de cette catastrophe sanitaire dans l'opinion, dans le comportement des gens. Et alors la quatrième image, eh bien c'est l'image du président des États-Unis, Donald Trump, qui est lui-même infecté. Bon, on a pris de voir qu'apparemment il a surmonté cette épreuve, mais c'est pour juste illustrer que personne n'est à l'abri. Alors j'imagine quand même à la Maison-Blanche, enfin, peut-être manifestement toutes les précautions n'étaient pas prises, mais enfin quand même un certain nombre de précautions étaient prises. Et donc la question se pose de savoir finalement comment gérer cette catastrophe, parce que aujourd'hui nous sommes dans une situation où on a une deuxième vague de contamination très importante qu'on n'arrive pas à endiguer. Or les mesures, finalement, si je compare avec ma crise nucléaire, eh bien on a d'une part des mesures qui sont des gestes barrières qui sont efficaces, comme se protéger des radiations. On connaît un certain nombre de méthodes pour se protéger des radiations. Là, on connaît un certain nombre de méthodes pour se protéger. C'est plus simple qu'avec les radiations du virus en appliquant des gestes barrières. Mais eh bien, manifestement, ça ne suffit pas puisque la contamination se poursuit alors que ces gestes barrières sont scientifiquement éprouvés et valides. Et donc, inévitablement, on se pose la question de la manière dont on fait respecter ces gestes barrières. Et si je compare avec la situation de crise nucléaire, où là aussi, on voit que quand on essaye, et on avait vu la même chose à Tchernobyl, quand on essaye d'administrer des populations de centaines de milliers de personnes, de départements entiers, de villes, de villages, qu'on essaye d'administrer cela avec des règles qu'évidemment personne ne peut contrôler derrière chaque citoyen parce que les moyens n'existaient pas, et que la contrainte, sans compréhension, sans autonomie d'action des populations derrière, est inefficace. Et ce qu'on avait vu à Tchernobyl, qu'on a revu à Fukushima, c'est que si on donne quelques formations, qu'on donne des outils de maîtrise, donc de mesure des radiations dans un cas, eh bien, les gens arrivent comprennent qu'il y a ce risque et le gèrent, le minimisent. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro victime, mais ça veut dire que la pression du virus serait beaucoup plus basse. Donc la question est, aujourd'hui, finalement, on a une gestion par la réglementation, par des normes, par des obligations, des sanctions, mais rien de tout ça ne motive des jeunes gens, par exemple, qui sont à l'université. Pourquoi est-ce qu'après tout, ils se disent personne ne va nous contrôler, de toute façon, et puis même si on est contrôlé, on s'en fiche, voilà, donc c'est ça. Et donc il n'y a pas de responsabilisation autre que la responsabilisation pénale. Et ce qui manque, c'est ce vocable d'empowerment. Alors il n'y a pas de traduction en français, c'est peut-être pas un hasard, mais l'empowerment, dans le langage en anglais, ça veut dire qu'on confie à des individus, à des groupes dans la société civile, le pouvoir et les modes d'action qui permettent de gérer eux-mêmes une partie de la crise. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'appui des pouvoirs publics, des systèmes hospitaliers, etc. Mais ça veut dire qu'on s'appuie sur la population elle-même comme un élément de défense, et non pas que la population est administrée parce qu'elle est suivie à une attaque que les pouvoirs publics vont protéger. Et donc, ce qu'on voit, c'est une espèce d'amplification de ces crises dans les deux exemples qui globalement sont là, et sur lequel finalement les mesures ou l'attitude, que ce soit des pouvoirs publics, enfin bref, on ne peut pas forcément les qualifier là, mais n'aident pas à endiguer et la population à comprendre finalement ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là de façon un peu, on a l'impression un peu systématique dans les hommes. Il y a deux, et on retrouve ça dans des éléments, dans des événements d'ampleur plus restreinte, comme par exemple l'incendie du Brisol, voilà. Où la sécurité civile, les pompiers, les préfectures, etc., ont géré l'incendie, mais n'ont pas su gérer la perception de risques sanitaires associés au panache de fumée qui, lui, s'est étendu sur des territoires considérables et a inquiété des populations à cause de l'existence possible d'un risque de contamination directe par inhalation des fumées ou voire indirecte par la contamination des denrées alimentaires, des jardins,
etc. Donc en quelque sorte, on arrive, les pouvoirs publics ou autres sont câblés pour gérer la dimension, à la limite la dimension technique des choses, mais pas les répercussions, les ondes de choc de type social et autres là-dessus. Disons que je pense que c'est même plus que ça. Les pouvoirs publics sont câblés en France, et dans d'autres, c'est pas que la France d'ailleurs, dans d'autres pays aussi, on a vu cela au Japon aussi, pour gérer l'instantané. C'est-à-dire que si une catastrophe se produit, comme on a vu dans les Alpes-Maritimes il y a quelques jours, un événement subit, l'organisation est presque parfaite, les moyens sont déployés, les secours arrivent et après on peut passer à la phase de reconstruction, c'est-à-dire que le risque a disparu, et le risque il a été instantané, mais après, bon, il y a peut-être quelques risques résiduels parce que les routes sont coupées, etc., mais finalement, le gros est passé et on peut s'atteler à la tâche de reconstruction. Et pour ça, eh bien, on a une organisation qui est très performante, les moyens existent, alors jusqu'à des tailles d'accidents, évidemment, en fonction des moyens du pays, mais voilà, donc c'est des moyens tout à fait considérables. Mais en fait, ce qui pêche, c'est qu'on ne sait pas trop se préparer à des catastrophes lentes, et du type de celle du virus ou un accident nucléaire. On ne sait pas anticiper au niveau de l'organisation du pays et de ce qu'il faudrait faire vis-à-vis de la population. Et ça tient à plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une négation des scénarios impossibles parmi les responsables publics. C'est-à-dire que la science prévoit que les accidents nucléaires sont possibles. Depuis les années 70, on sait, ça a été démontré théoriquement et aussi par des expériences de laboratoire, on sait que des réacteurs nucléaires de forte puissance peuvent causer des dégâts considérables s'ils ne sont plus refroidis à temps. On a d'ailleurs dans le chat là, de nos participants l'idée par exemple que la science avait prévu des épidémies telles que le Covid et donc... Voilà, c'est pareil pour les économies, c'est pareil pour les coronavirus. La pandémie grippale a même été prévue. Je veux dire, à la suite de l'épidémie de grippe aviaire qui a surtout affecté l'Asie, la France est dotée d'un plan grippe. Et je me souviens, j'étais directeur général de l'IRSN à l'époque, nous avons mené une réflexion interne, parce que ça nous a été demandé, d'intégrer une pandémie à notre plan de protection des risques contre les inondations, les autres événements qui peuvent affecter n'importe quelle organisation en France. On nous a demandé de rajouter une couche pandémie. Et donc nous avons fait cette réflexion, c'est-à-dire évidemment imaginer une pandémie, alors il y a tant de personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas venir, donc comment est-ce qu'on fonctionne avec un effectif réduit, quelles précautions, on a acheté des quantités. Des impacts sur la continuité d'activité. Voilà, la continuité d'activité, comment on va aller communiquer avec les administrations, etc., continuer à remplir nos missions, et et les masques étaient identifiés comme un des éléments importants, et donc nous avons acheté des stocks de masques significatifs par rapport aux indications données par le ministère de la Santé à l'époque. Mais quand je repense à tout ça, finalement, et les réunions que nous pouvions avoir avec les autres établissements publics au ministère de la Santé à l'époque, finalement, on faisait tout ça parce que c'était des plans qu'on construisait, mais il n'y avait pas de conscience de la réalité possible d'un scénario. C'est-à-dire que chaque organisme faisait son plan dans son coin, les ministères, les entreprises, etc. Et en fait, l'idée que finalement le pays qu'il faudrait arrêter le pays n'était pas en jeu à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne disait pas du tout, ah mais on pourrait peut-être être amené dans une situation comme ça, à arrêter toute l'économie, à empêcher tous les déplacements. Ça n'était pas évoqué du tout. Autrement dit, l'extrémité du scénario, pourtant ça aurait pu être assez logique, mais il y a un refus implicite, c'est-à-dire qu'il n'est jamais exprimé parmi les responsables, même si les scientifiques attirent l'attention sur le fait que le scénario pourrait aller jusqu'à un extrême très désagréable pour tout le monde, on dit non mais attendez, n'exagérez pas, on ne peut pas planir. Voilà. Et donc on ne fait pas. Alors c'est la même chose pour les accidents nucléaires, je regrette de dire, mais quand j'étais à l'IRSN, nous sommes battus pour que les scénarios d'exercice de crise, puisque chaque mois il y a un exercice de crise qui est conduit, et donc il y a un état de préparation des équipes d'EDF, de l'autorité de sûreté nucléaire, de l'IRSN, des ministères, des préfectures, etc. Il y a des entraînements à ce qui pourrait être l'initiation d'un accident nucléaire.
Mais chaque fois qu'on faisait des propositions pour dire ben, faisons des scénarios qui débouchent sur une situation qui peut-être ne sera pas maîtrisée, là c'était un retrait et les préfets en général refusaient ce genre de scénario en disant mais c'est trop anxiogène, si on ne peut pas expliquer ça aux maires, ça va. L'industrie nucléaire dit non mais attendez, là vous hissez des bâtons pour refuser le nucléaire, alors qu'en fait c'était des scénarios tout simplement scientifiquement réalistes. Et donc ça, ce refus, cette négation des scénarios impossibles fait que, ben, par définition, les pouvoirs publics sont mal préparés à l'extrémité de ces scénarios. On s'arrête au début. Il y a un autre... alors ça, c'est côté des pouvoirs publics. Maintenant, côté de la population, parce que les pouvoirs publics ont une part de responsabilité, mais pas tout. C'est-à-dire il y a aussi le corps social et quand les préfets disent on ne peut pas faire un scénario aussi catastrophique, ils ont aussi, il faut aussi entendre ça, il y a aussi cette écoute du terrain qui fait que la population n'est pas prête à entendre ce genre de signal. Alors la question c'est pourquoi? Eh bien là je pense que ça remonte à plus loin, c'est-à-dire que de mon point de vue, ça c'est un point de vue strictement personnel, mais de mon point de vue, c'est lié à la manière dont finalement depuis un siècle, on vit avec un développement scientifique extrêmement étonnant. Dans l'histoire de l'humanité, jamais ça n'a été aussi vite. Et on voit la science, presque à génération en génération, aider à ce qu'on réduise les risques, à ce qu'on réduise les incertitudes, et finalement on se rapproche du risque zéro. Et on apprend ça tout petit à l'école, que en fait, voilà, il y a des solutions, la technologie va réduire les risques, l'incertitude va être réduite. Et en fait, c'est une erreur, c'est-à-dire que c'est pas comme ça, malheureusement, dans la vraie vie, on n'arrive pas, et on ne peut pas, je pense qu'arriver à enlever toute l'incertitude, il reste un tas de facteurs incertains dans notre environnement de l'homme sur sa planète, et ça est inévitable, et malheureusement, on n'enseigne pas cela, ce qui fait qu'on a... On enseigne le contraire, je veux dire qu'on peut les uns les autres, y compris moins culpabiliser, parce que finalement, pendant des années, que ce soit à l'université, dans des écoles ou dans des formations, on cherche toujours le principe du management, c'est réduisons l'incertitude, voilà. Réduisons l'incertitude. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui manque, et on voit un certain nombre d'accidents, alors qui ne sont pas des catastrophes lentes, mais on peut illustrer peut-être alors avec un exact. L'incertitude aujourd'hui est hors sujet à tel point que finalement la plus grande des incertitudes c'est ce qui se passe à la mort, et on voit nos sociétés occidentales avoir peur de la mort et finalement la cacher sous le tapis le plus possible, parce qu'il y a ce refus de l'incertitude finalement. Et on s'habitue à vivre dans un monde normé, c'est-à-dire il y a des règles dans tous les sens, et chaque norme a un sens individuel, mais la panoplie complète des normes, finalement, enserre la société, toutes les activités économiques, même privées, dans un ensemble de règles qui, finalement, sont censées être là pour nous protéger et nous donnent cette fausse illusion que nous sommes effectivement protégés. Alors, nous sommes en partie, mais jamais totalement, et on n'apprend pas le risque de l'incertain. On ne se prépare pas à confronter l'incertain. Et alors, après la catastrophe de Fukushima, il y avait une conférence de presse où on avait fait un retour d'expérience des Français sur les risques d'accidents nucléaires, sur comment tout ça peut être géré. Et j'avais dit à ce moment-là, pour mieux se préparer, c'est une question de journaliste, il faudrait imaginer l'inimaginable. Alors c'était une expression qui a été reprise dans les grands journaux, qui a attiré l'attention de Jean-Pierre Dupuy, le philosophe des catastrophes. Et on a conversé ensemble plusieurs fois, et il m'a dit, Jacques, il faudrait plutôt dire penser l'inimaginable, parce que ça a peut-être plus d'action moteur de penser que l'imaginer, c'est plus rationnel, et après tout, c'est la confrontation de comment mettre de la rationalité derrière quelque chose qui est par définition inimaginable pour nos esprits, puisque ça n'a jamais été, ça ne s'est jamais produit dans notre pays, où on peut imaginer des événements que la science prédit comme possible, mais qui ne sont jamais produits. Donc il n'y a pas d'expérience de gestion des risques, donc on ne peut pas inclure ça dans les normes, parce que la société ne peut pas inclure dans ses normes des choses qui ne se sont jamais produites. Alors, comment faire pour penser l'inimaginable? Ça ne veut pas dire qu'il faut
imaginer tous les scénarios catastrophes gigantesques. D'abord, ça n'aurait pas de sens puisque notre imagination est forcément limitée, mais ça veut dire comment en fait apprendre à se confronter à l'incertain par définition, c'est-à-dire ne pas le refuser a priori. Et ça se fait finalement par un certain nombre de mécanismes de pensée qui sont finalement assez simples, même s'ils demandent un effort et surtout s'ils demandent une compréhension de la part des décideurs. Alors la première chose, c'est de se défaire ce que j'appelle se défaire des artefacts, c'est-à-dire que lorsque vous gérez une société, un institut, une brigade de sapeurs-pompiers, peu importe, une famille, eh bien, il y a un certain nombre de processus, de décisions, de règles plus ou moins formalisées, comme on respecte, d'informations qu'on doit donner, parce qu'on a une hiérarchie, on doit rendre compte, il y a des tableaux de bord, il y a des normes sur l'assurance qualité dans les entreprises, il y a un fatras, je dirais, d'informations qui en fait sont utiles dans la durée, quand il ne se passe rien de grave, pour gérer, optimiser l'activité qui est la nôtre. En vitesse de croisière, ça fonctionne. Et voilà, et normalement ça fonctionne, et ça fonctionne même de mieux en mieux. Mais si quelque chose de grave se casse dans la machine, c'est-à-dire si des informations tout d'un coup sont plus disponibles, si un accident se produit, s'il y a des morts, s'il y a quelque chose d'absolument imprévu se produit, et qu'il faut survivre, qu'il faut s'adapter, il y a deux façons de faire. On se raccroche aux normes, et on essaye de faire le mieux possible, mais sans changer le contexte, sans se dire finalement tout ce système qui est là pour nous accompagner dans le quotidien, en fait, il devient contre-productif quand on est dans une situation d'exception. Et l'autre solution, c'est de se dire, alors j'arrête tout ça, finalement, les tableaux de bord, tout ça, ça n'a plus d'importance. C'est quoi mes informations de base dont j'ai besoin pour survivre ou pour faire survivre mon activité, pour aider les autres? Donc, quelles sont les informations? Avec qui est-ce qu'il faut les partager à minimum pour que ça puisse fonctionner? Et finalement, c'est quoi mes ressources? Est-ce que j'ai des masques? Est-ce que j'ai des gants? Est-ce que j'ai des dosimètres? Est-ce que voilà. Et finalement, ce sont peu de choses par rapport à la complexité de la société dans laquelle on vit, où on est encadré par des tas de règles, de normes, d'habitudes, de technologies qui tout d'un coup peuvent ne plus fonctionner. Eh bien, comment revenir à des choses simples qui sont compatibles avec ce qui peut être fait avec les moyens du bord, si je puis dire, en cas de catastrophe. Eh bien ça doit être préparé, parce que c'est très difficile à faire dans le stress de l'événement, et c'est tout à fait préparable. Alors je prends juste un exemple, mais qui est très simple, c'est que dans la communication des exercices de crise qui ont lieu dans le nucléaire, eh bien on utilise les moyens modernes, c'est-à-dire Internet, etc. Sauf que avec les équipes d'EDF et les gens de l'IRSN, on sait que Internet peut-être ne serait pas disponible, et que donc peut-être qu'il faut communiquer avec du papier, du fax, voire des estafettes, etc. Donc voilà, et de temps en temps, on pratique cela, c'est-à-dire, ok, alors aujourd'hui on fait un exercice, pendant plusieurs heures, il n'y a plus de liaison, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, comment fait-on? Et si ça n'est pas un minimum entraîné, c'est très difficile c'est plus compliqué en tout cas de le faire de manière en découvrant pas à pas. Et donc c'est ça, en gros, l'apprentissage de cette capacité à traiter du côté des décideurs, et l'autre facette, c'est du côté de la population. C'est la même chose, c'est-à-dire que, mais ça c'est aussi aux décideurs de penser cela, c'est-à-dire que la population, on ne peut pas se dire, il y a une catastrophe, elle va être livrée elle-même, donc il faut que je m'occupe de la population. Ça c'est la tendance philosophique de base de toutes les administrations que vous connaître, de dire, on a le mandat de protéger les travailleurs, protéger, etc. Et si une catastrophe se produit, il faut que j'étende cette mission que j'ai, avec quelques centaines, quelques milliers d'inspecteurs, etc., à la totalité de la population, ce qui est évidemment impossible, et c'est ce raisonnement-là qui est erroné. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on s'est dit comment est-ce que je peux fonctionner avec des moyens amputés, vis-à-vis de la population, c'est comment est-ce que je peux donner à la population les moyens de se gérer elle-même. Et c'est tout à fait possible, là aussi, à condition d'y avoir un petit peu réfléchi à l'avance sur des panoplies de scénarios. Et par exemple, dans le cas d'une pandémie, ça c'est un volet finalement rétrospectivement qui n'a pas été évoqué lors des préparations de crise, c'est-à-dire comment faire en sorte que la population
utilisent les gestes barrières sans lesquels toute protection est finalement vaine, et on le voit aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'approche scientifique, il n'y a pas eu de préparation des responsables dans l'administration, et puis au niveau des associations, des maires, etc. Et ce qu'on a vu en Chine, une des raisons pour lesquelles les Chinois se sont finalement bien sortis de cette affaire, c'est à cause, non pas de l'action de l'administration chinoise, mais de l'action du Parti communiste chinois qui a, en fait, à travers sa présence dans les quartiers, alors c'est quelque chose qui est étranger à notre culture démocratique, mais si on revient à la base, eh bien ça a été traité au niveau des quartiers, des groupes d'habitation, des îlots d'immeubles, où, alors il s'est trouvé que c'était des gens du Parti communiste, mais ça pourrait aussi être des comités de quartier, voilà, on n'a pas besoin d'un des associations, des équipes municipales étendues, et on pourrait évidemment gérer cela, ça veut dire porter le message auprès des jeunes, surveiller ce qui se passe dans les quartiers, sans faire appel à la police. Ce n'est pas un problème de police, c'est un problème de faire appliquer un certain nombre, d'obtenir un consentement de la population à l'application de gestes barrières dont l'efficacité est démontrée. C'est compréhension et consentement. C'est compréhension et consentement. Et ça, je pense que ce n'est pas hors de portée, même pour une population rebelle comme traditionnellement les Français, ce n'est pas hors de portée, mais à condition que ça a été intégré dans la doctrine comme un mode d'action valide, et que peut-être au moins des ébauches de tests soient faits, ou de formation, voilà. Et donc, mais c'est trop tard, aujourd'hui, c'est difficile de mettre ça en place instantanément. Voilà, donc ce sont les deux volets, si vous voulez, du penser de l'imaginable, du côté de la préparation des pouvoirs publics, et aussi imaginer que les populations ont une ressource. Il y a beaucoup d'expertise dans la population en général, des gens qui ont des formations scientifiques, qui ont des expériences professionnelles, qui sont une ressource gigantesque qu'on n'utilise pas parce qu'on la sous-estime, et on considère que seule l'action organisée des pouvoirs publics dans les normes, finalement, c'est ça qui va nous sauver, alors que manifestement, ça n'est pas vrai. Alors, ce qui explique d'un certain côté toutes les manifestations de défiance, la crise de confiance qu'on vit en ce moment. Oui, ben c'est comme la prévention en mode traditionnel est en échec, il se produit ce que je disais au début de ma conférence, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la perte de confiance, l'apparition de peur, et donc 12 articles de journaux comme celui qu'on voit à l'écran, où on voit finalement avoir donné le sentiment que le gouvernement gère par la peur, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Il n'y a aucune volonté du gouvernement français de gérer par la peur, mais c'est l'impression que ça donne. Et un certain nombre de scientifiques s'en sont émus. Et tout ça, finalement, c'est un enchaînement triste de choses qui auraient pu être anticipées. Donc, côté des pouvoirs publics, mais aussi côté de la population, parce qu'il y a ce que je disais tout à l'heure sur l'apprentissage de l'incertain, c'est-à-dire qu'il y a sur le rapport de la science à la société, on a par exemple, on est allé jusqu'au principe de précaution, qui est probablement un principe nocif sur le long terme, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de reconnaître qu'il restera toujours une part d'incertain et que la science n'arrivera jamais à bout, au lieu de reconnaître ça et d'en tirer un certain nombre de conséquences, on dit non, finalement, si on tombe sur une incertitude, alors on s'abstient de toute action en attendant que la science ait encore vaincu ce petit zone d'ombre qui restait. Et donc ça continue de convaincre la société que finalement que le seul salut est dans la science, ce qui est faux. Et on n'apprend pas que le salut peut être en dehors de solutions scientifiques. Avec l'appui des solutions scientifiques, mais dans les ressources de la société elle-même, au plus profond d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu révolutionnaire, peut-être que c'est difficile d'apprendre ça, c'est peut-être inciter à la rébellion par ailleurs, mais c'est un ressort qui, de toute façon, est celui de l'humanité depuis le fond des temps. Et c'est pour ça que l'humanité existe encore aujourd'hui, c'est qu'elle a su résister à l'absence de gouvernement, de normes, etc. Elle a dépassé toutes les catastrophes qui nous sont arrivées jusqu'à présent. En t'entendant, je dirais que Jean-Marie et moi, on aurait un peu tendance à réagir en pensant à la guerre de 40, c'est-à-dire que d'un certain côté, on a été exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en plus l'instance de pilotage décrédibilisée de fond, et la résistance s'est organisée complètement à partir du terrain, à partir des terrains dans toute leur diversité. Alors maintenant la question c'est, il y a un petit peu, mais bon, ok on en est là, mais maintenant comment est-ce qu'on peut, comment avancer, et quelles sont un petit peu les pistes qu'on pourrait proposer? Alors je crois que pour conclure, finalement, moi, il me semble qu'il y a peut-être 4 directions d'efforts qui pourraient être... Oui, je repose la question. Ouais.
Alors globalement, face à tout ça, maintenant, comment avancer? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme type de piste ou comme type de constat qui ferait progresser la réflexion et l'action? Alors, il me semble qu'il y a 4 directions simultanées d'efforts qui pourraient être entreprises. D'abord, c'est peut-être le plus compliqué, mais il faudrait réfléchir au message éducatif pour les générations à venir sur la mission de la science dans la société, le fait que la science est un élément fondamental, mais qu'elle ne peut pas tout, et qu'à la base, finalement, les individus, les groupes, ont aussi une responsabilité dans la conduite de leur vie, et que les situations incertaines peuvent se produire dans des cadres insignifiants, individuels, mais aussi dans un cadre d'événements forcément peut-être plus graves, et que ceci peut être peut être enseigné, et qu'on ne peut pas finalement déléguer en tant qu'individu, on ne peut pas déléguer les risques à la collectivité seulement, il faut aussi être capable d'en prendre une part sous son propre contrôle. Donc c'est quelque chose qui pourrait être enseigné peut-être dans les écoles. Après tout, au Japon, on apprend aux enfants à se mettre sous les tables en temps de tremblement de terre, et donc ça veut dire qu'il y a aussi un apprentissage de gestes barrières qui se fait à l'école. On a parlé du terrorisme dans notre pays, mais donc ça, ce sont les gestes barrières, et il faut accompagner cela par un message plus fondamental sur la place de la société et de la science vis-à-vis du rôle de l'individu et des groupes à partir de la base. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la doctrine de l'État en matière de gestion de ces catastrophes lentes. C'est-à-dire, si je reprends le cas de l'accident du Brisol, finalement, il aurait été utile, en sachant qu'il y a des experts qui sont capables d'analyser les fumées en temps réel et d'aller faire des prélèvements dans les champs, de le faire avec la population pendant l'accident. Et ça devrait être des mesures réflexes. À partir du moment où on voit qu'il y a potentiellement anticipé qu'il peut y avoir une anxiété de la population vis-à-vis d'un nuage toxique, puisqu'on les produits étaient toxiques. Donc, anticiper cela et aller faire... Pas l'image de ce que tu montrais tout à l'heure des paysans japonais avec leur dosimètre. Voilà, exactement. Et donc là, on peut aider. C'est un événement restreint, donc on peut envoyer des fioles, prendre des prélèvements dans d'herbes, etc., voire de prise de sang d'un certain nombre de gens, et le faire en temps réel avec les gens, parce que ça donne immédiatement confiance dans le fait qu'on ne va pas magouiller sur les valeurs, etc. Ça a été fait avec les gens. Les paysans, ils savent très bien où le nuage est passé, où ils pensent que ça a été contaminé. Et donc il faut mesurer à cet endroit-là, parce qu'une mesure ailleurs, ils vont dire, oui, mais moi, c'est mon champ qui m'intéresse. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Ça ne demande pas des moyens considérables, et ça assainit le débat de manière tout à fait considérable, mais ça n'est pas intégré aujourd'hui dans les modes d'action, manifestement, des ministères. Or, c'est tout à fait faisable. Donc, cette doctrine de l'État, comment faire quand une situation dure, et on a le cas du Covid, mais il y a d'autres situations, il pourrait y avoir, par exemple, sur les effets du dérèglement climatique, des choses de ce genre. C'était une des questions qui était posée, le dérèglement climatique. Je pense que là, la doctrine de l'État sur l'accompagnement de la société dans la gestion de ces catastrophes lentes devrait faire l'objet d'une réflexion avec des chercheurs, avec des instituts d'expertise, etc. La troisième piste d'action, ça porte sur les entreprises. Et sur les entreprises, alors voilà, vous avez à l'écran 2 images d'accidents. Ce ne sont pas des catastrophes lentes, ça, pour le coup, c'est des catastrophes rapides. Mais il y en a une qui est à gauche, l'avion de l'Airbus, c'est dans les deux cas un Airbus qui s'est posé sur l'Hudson après avoir avalé des oiseaux dans ces 2 réacteurs. Donc les réacteurs sont tombés en panne, l'avion venait de décoller, il n'était pas à très haute altitude, il n'avait pas le temps de rejoindre une autre piste d'atterrissage, et donc le pilote l'a posé, mais avec succès, sur l'Hudson. Il n'y a pas eu de mort, je pense qu'il y a peut-être eu quelques blessés, mais pas eu de mort. Sur la droite, c'est cette image très, très évocatrice de l'accident de l'Airbus Rio-Paris, qui a été perdu dans une tempête tropicale au-dessus de l'Atlantique pendant la nuit, et malheureusement tous les occupants de l'avion sont décédés au fond de la mer. Alors pourquoi ces 2 images l'une à côté de l'autre? Alors dans les 2 cas, on a un accident aérien grave, puisque dans un cas une perte des moteurs, dans l'autre cas finalement l'avion est tombé du ciel bien qu'il était intègre.
Mais dans le premier cas, à gauche, on a l'exemple d'un pilote qui a finalement su instantanément se défaire des artefacts. Les artefacts, quand on pilote un avion, c'est quoi? C'est le pilote automatique, c'est la liaison avec le sol, c'est les instructions éventuellement données par le contrôle aérien qui dit faites ça, montez, descendez, etc. Et là, s'il avait suivi ces artefacts, il aurait essayé, et c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, parce qu'il a été l'objet d'un procès pour avoir cassé l'avion, on lui a dit, mais... Il a cassé l'avion et sauvé des gens. Il a sauvé des gens, mais il a cassé l'avion. Donc les compagnies d'assurance disent, attendez, vous avez cassé l'avion, donc c'est quand même grave. Alors que vous auriez pu le poser sans encombre sur une piste qui était quand même pas très éloignée. Et il a fallu beaucoup d'expertises contradictoires pour déterminer que finalement, il est vraisemblable que l'avion ne serait jamais arrivé sur la piste, qu'il se serait... c'était trop short et qu'il se serait crashé avant, tuant peut-être la totalité des passagers et de l'équipage. Et donc, ce pilote, il avait une expérience personnelle de pilote de planeur, et donc il a oublié qu'il était dans un Airbus, il a fait voler comme un planeur en oubliant son interface avec le contrôle aérien, en disant voilà, je vais me poser dans la rivière parce que je la vois et je sais que ça je sais faire. Donc il s'est affranchi de tout et il s'est concentré finalement sur les 2 ou 3 indicateurs de sa vitesse, de son inclinaison d'avion, enfin des autres qu'il avait devant lui dans son cockpit et de ce qu'il voyait devant lui, et il a posé son avion. Sur la partie droite, on a l'exemple inverse, c'est-à-dire d'un équipage, parce que finalement dans les procès qui ont eu lieu par la suite, les Airbus et Air France ont été finalement pas été condamnés, donc en fait c'était... Alors l'origine de l'accident est le givrage des tubes pitot, c'est-à-dire les tubes qui donnent la vitesse de l'avion. Donc il était dans une tempête tropicale, à très haute altitude, en formation de glace, donc plus d'indication de la vitesse. Et du coup l'ordinateur de bord ne savait plus faire son indication de la vitesse et a dit moi je rends la main au pilote, il faut une dose de pilotage manuel. Mais je peux mettre qui est un givrage assez connu en... Alors c'était pas... Oui, ça s'est produit à de multiples reprises. Au moment de l'accident, Air France était en train de changer les tubes pitot pour une nouvelle génération insensible au givrage. Et le givrage des tubes pitot, c'est quelque chose qu'on apprend. Absolument. Qu'on apprend, et donc on apprend à voler sans cette indication de vitesse en se ressourçant sur d'autres moyens. Mais malheureusement, l'équipage là n'a pas pu faire front. Il s'est perdu dans les indications, dans toutes les alarmes du cockpit, etc. Il y a eu, on peut supposer, un peu de panique, de discussion entre le pilote et le copilote sur ce qu'il fallait faire, etc. Et bref, ils ont laissé l'avion décrocher, c'est-à-dire atteindre une vitesse suffisamment basse, puisqu'il n'avait plus d'indication de vitesse, et en fait, ils n'ont pas bien maîtrisé l'angle de montée de l'avion, puisque l'ordinateur disait il faut monter, etc. Donc ils ont monté, mais voilà. Et donc, bon, moi je ne connais pas le détail de cette histoire, mais le résultat des courses, c'est que l'avion a décroché, s'est écrasé. Et un équipage, finalement, qui n'a pas pu s'affranchir de l'ensemble des artefacts qui sont normalement la sécurité d'un équipage. Et alors l'enseignement qu'on a tiré à France, c'est puisqu'on n'y a pas de faute d'Air France, mais finalement ils ont quand même réfléchi pourquoi ça s'est produit, et ils ont mis davantage l'accent sur la formation au pilotage manuel des avions, y compris sur les petits avions, enfin, de faire en sorte que les pilotes ne soient pas seulement des pilotes en gros de simulateurs, plus un peu d'expérience, mais d'abord des pilotes d'expérience avec l'aide du simulateur. Et ça, c'est toute la nuance. Et donc, pour les entreprises, je pense qu'il y a un grand sujet, si j'élargis au-delà du monde aérien, mais il y a beaucoup de secteurs industriels dans lesquels les risques sont présents pour les activités de l'industrie elle-même, mais pour le public, pour l'environnement. Il faut finalement former autant de cadres que l'on peut à cet apprentissage de l'incertitude, et ça se traduit finalement, je pense qu'il y a une expression qu'on peut reprendre qui est en mode positif, c'est-à-dire former les gens au leadership pour la sécurité. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Il y a un projet que je participe qui est très intéressant avec l'Université de Nice, Côte d'Azur, qui est un projet européen de développement d'un diplôme universitaire en matière de leadership pour la sécurité, c'est-à-dire il s'agit d'apprendre à des cadres en fonction, mais peut-être plus tard ça pourra aussi être fait au niveau master pour des étudiants sous une autre forme, mais d'apprendre à des cadres comment finalement se comporter et modifier peut-être ses propres actions au quotidien, de telle sorte d'être en permanence conscient de ce qu'implique la maîtrise du risque
y compris quand on doit se défaire, quand on n'a plus accès à un certain nombre d'autres informations. Donc comment faire pour développer la capacité d'autonomie, d'analyse critique vis-à-vis des artefacts, puisque dans toute entreprise on est inséré dans des processus d'assurance qualité, de contrôle par des tiers, de rendre compte, etc. Et finalement, c'est des artefacts dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si est-ce qu'on peut s'en passer instantanément? Est-ce qu'il faut s'en passer? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est-à-dire, je reviens là-dessus, c'est les 3 points. Quelles sont les informations dont j'ai absolument besoin pour remplir ma mission? Avec qui j'ai affaire? Avec qui je parle? Parce que ça ne peut pas être infini, c'est une situation un peu délicate. Et finalement, quel est mon rapport aux autres? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux donner confiance? Comment est-ce que... Et du coup, la capacité d'analyse critique, c'est aussi la capacité des autres à voir que l'on est un leader, que l'on est capable de conduire. Et c'est en ce sens que, par rapport à l'idée habituelle que le leadership, c'est d'abord l'individu qui sort du lot, qui est le leader naturel. Quand on parle de leadership pour la sécurité, c'est aussi quelque chose de collectif, c'est-à-dire c'est l'idée que dans les entreprises, ce leadership, ça doit être aussi identifié comme un processus de l'entreprise, un processus de secours en quelque sorte, un processus que l'on encourage, qui est là en arrière-plan et qui permet de donner une capacité, s'il faut, d'autonomie, d'innovation, d'entreprendre quelque chose si quelque chose d'imprévu, une situation imprévue se produit. Et ça, on peut l'enseigner puisque nous avons fait au mois de janvier dernier un séminaire international là-dessus et on a trouvé un consensus de professeurs qui venaient du monde entier, d'académiques, d'experts du nucléaire, d'autres secteurs aussi, qui on a réfléchi sur ces questions et on a défini un cursus de formation qui est tout à fait, qui est très innovant et qui, j'espère, va déboucher dans les mois qui viennent sur un module de formation qui sera à vocation à être mis à disposition des entreprises. Et puis, finalement, le dernier point, c'est que les médias ont aussi une responsabilité importante et je pense que les médias sont libres et indépendants, évidemment, mais les médias et le système juridique, le système judiciaire doivent aussi réfléchir sur la manière de réagir à ces événements, de la manière dont on en rend compte dans le journal, la télévision, etc. Et la manière dont on les traite, le cas échéant par la suite, dans le cadre juridique, puisque dans le cadre juridique, les normes jouent aussi un grand rôle, et si on s'en affranchit volontairement, en faisant preuve de leadership, etc., on prend aussi un risque. Et je termine là-dessus. Le directeur de la centrale de Fukushima, à un moment donné, a décidé d'injecter de l'eau de mer pour refroidir ses réacteurs. Et ça a sauvé la situation. Alors, les accidents très graves s'est produit, mais ça aurait pu être encore pire s'il n'avait pas pris cette initiative. Eh bien, lorsqu'il a annoncé à sa hiérarchie qu'il prenait cette décision, on lui a interdit, on lui a dit, mais non, vous allez détruire les réacteurs qui étaient déjà en train d'être détruits. Et donc on lui a dit, ne faites pas ça, vous serez sanctionné si vous le faites. C'est comme il a craché l'avion. Voilà, c'est exactement le même type de comportement. Et donc il faut aussi que le système judiciaire apprenne à reconnaître ça, c'est-à-dire lui aussi à se faire, à retirer un certain nombre d'artefacts qui gèrent la société quand tout va bien, et quand les catastrophes se produisent, peut-être ils deviennent contre-productifs, et on ne doit pas reprocher aux gens de cette sortie des normes pour avoir pris une initiative qui peut-être n'a pas marché, ça c'est autre chose, mais voilà, donc je pense qu'il y a cette double réflexion qui n'est pas entreprise, à mon avis, de réflexion sur à la fois les médias, sur le temps court, et la justice sur le temps long, comment finalement traiter les catastrophes lentes aussi, et donc les crises qui sont au-delà des normes, hein, comme on disait en titre, voilà, comment les accompagner par ces outils de la société le mieux possible. Voilà. Et en écho, ce qui est important, c'est cette notion du temps que tu soulignes depuis le début et qui est à la fois, il y a le temps court de la réaction immédiate et le temps long qui est aussi à anticiper sur les réactions
globalement des uns et des autres. Et puis, dernier point aussi que tu soulignais, c'était finalement cette ambiguïté aussi de l'information dont il faut savoir à un moment se défaire de la pléthore, et c'est cette image que tu souhaitais commenter. Alors ça, c'est un peu peut-être point d'orgue philosophique, mais il y a un paradoxe dans cette image. Au-delà du visuel, où chacun reconnaît, c'est un ciel à la campagne, où on voit la Voie lactée, où on peut s'abîmer dans l'immensité des étoiles. Et puis sur la gauche, c'est le lot malheureusement de la plupart de la population mondiale. On vit de plus en plus dans des villes, et dans les villes, il y a de la pollution lumineuse et autres, et on ne voit plus les étoiles. Et le paradoxe, il est dans le fait que dans le même temps que notre civilisation produit l'image de gauche, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les étoiles, notre même civilisation et la science nous abreuve de découvertes sur la physique des étoiles, de l'espace, comment laissent des étoiles, des trous noirs, c'est tout à fait passionnant. Et en fait, la science nous donne à imaginer, en écoutant, en lisant des articles, en regardant des films, etc., on se construit une imagination de cet espace à travers l'artefact qui est la science et le médium d'un film, d'un livre, etc. Alors que finalement, je me demande s'il n'est pas beaucoup plus riche que chacun puisse contempler les étoiles et se construire son propre récit de l'aventure de l'humanité, de son incertitude immense, de sa petitesse vis-à-vis de l'espace. Donc les deux pourraient être combinés, mais malheureusement, on remplace cette découverte individuelle qui consolide depuis l'histoire de l'humanité. Je veux dire, c'est quand même la contemplation des étoiles est un élément philosophique important, mais on la remplace par un artefact qui est, puisqu'on a de la pollution lumineuse, de se contenter de ce que la science nous apprend et sur lequel on n'a pas de pouvoir. On écoute cela, on est très étonné qu'on puisse prélever des poussières sur Mars, etc. Et on y croit, bien entendu, et on attend la suite, mais c'est par délégation. Et finalement, petit à petit, on détruit la capacité des hommes à avoir leur propre récit. On revient sur ce que tu disais au début, sur l'empowerment. Voilà, c'est ça qui est voilà, et donc c'est ça, l'apprentissage, finalement, on a délégué à la science, c'est quelque chose qui devrait être notre propre capacité à construire un récit de nous-mêmes, mais aussi dans notre groupe, dans notre famille, dans notre société. Et ça existe de moins en moins. Et c'est très dommage pour l'humanité, parce que ça l'affaiblit, en fait. L'humanité moderne d'aujourd'hui. Merci.